mieux cerner le comportement des clients et mieux construire l'expérience client avant de procéder à une généralisation, à une phase de généralisation de ce produit-là au niveau du secteur de la microfinance, pour le moment au Bénin. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Et on va commencer ce webinaire en essayant de toucher un peu l'historique de la tontine. Pourquoi la tontine, d'où la tontine vient. On a tendance à penser que la tontine, c'est africain et c'est quelque chose de culturel. Mais on va commencer d'abord par donner l'historique de la tontine qui a été créée par Lorenzo Tonti, qui c'est un banquier napolitain, et sur mandat du roi Louis XIV plutôt, il devait pouvoir mettre ensemble, approvisionner les caisses de l'État. Donc, ce banquier-là a trouvé bon de faire intervenir la population de manière solidaire pour approvisionner les caisses de l'État. C'est de ce modèle-là que découle la tontine de manière formelle, comme elle a été faite en Europe. Après, je vais demander maintenant à notre panéliste comment est-ce que la tontine arrive chez nous en Afrique? Parce que c'est quelque chose qui a commencé ailleurs. Donc, ça vient d'où? Et puis, en quoi est-ce que la tontine est favorisée en venant en Afrique? Teifa, toi, est-ce que tu peux intervenir dessus? OK. Donc, pour moi, Nadine, la tontine, c'est un moyen juste d'augmenter sa capacité d'épargne. Et c'est comme ça que, au fait, on le voit au sein de CARE avec le groupement MMD. Tout simplement, aussi, c'est quelque chose qui est ancré, disons, de manière traditionnelle ici au Niger. Et c'est quelque chose aussi, la tontine, qui a un visage, je dirais, qui est très féminin. Moi-même, je suis dans plusieurs tontines avec mes amis. Donc, du coup, c'est parti de là. On retrouve les femmes qui se rassemblent par affinité juste pour économiser entre elles. Donc, parfois, elles font des petites cotisations de 100 francs par semaine et tout ça. Et après, on collecte l'argent et c'est donné à une personne qui va l'utiliser pour mener des activités régénératrices de revenus. Donc, en fait, aujourd'hui, si quelqu'un a juste la capacité de pouvoir économiser 100 francs par semaine, tu te retrouves à pouvoir disposer d'un fonds de 25 fois 100 francs qui va te permettre donc de mener un petit commerce et tout ça. Donc, c'est ainsi que je vois la tontine. D'accord. Et la tontine telle qu'elle est vue de notre côté, on voit beaucoup cet aspect-là de mettre de l'argent ensemble qui est repris par une personne, qui diffère un peu de la tontine comme elle est vue dans d'autres pays. Et il faut rappeler que la tontine a plusieurs noms, de multiples noms. Le nom le plus connu, c'est, on entend Soussou, on entend Assoussou, on entend Essoussou, on entend Paris, on entend Comité. Dans d'autres pays, c'est la tontine. Mais dans d'autres zones, comme au Kenya, par exemple, c'est un cercle de financement et en même temps un cercle d'épargne. Tony, je sais que tu as fait une étude avec tes étudiants, c'est intéressant, et on aimerait savoir pourquoi cette divergence-là dans la partie épargne et en même temps financement. Ce n'est pas forcément le même modèle qu'on voit dans tous les pays. Pourquoi est-ce que tu penses que cela différencie? Connie? Connie est mutée. OK. Oui, OK, on t'entend maintenant, vas-y. En feuilletant sur la tontine, c'est-à-dire, on a même 3 modèles de tontine. On a 3 modèles de tontine. On a la tontine financière, qui a beaucoup plus évolué en France, qui est devenue genre un microcrédit. C'est-à-dire, vous réunissez une somme, vous épargnez une somme qui vous produit des intérêts après 20 ans. Mais ben, moi, de mon côté, je n'ai pas trouvé trop intéressant parce qu'après 20 ans, je n'ai que 7% d'intérêt. Après, on a la tontine immobilière. On a la tontine immobilière, c'est-à-dire on se réunit un groupe de personnes pour mettre de l'argent à la fin pour gagner un bien immobilier. Et ici à Kinshasa, nous en avons aussi. Les gens qui travaillent, ils se réunissent souvent, ils mettent de l'argent, mais à la fin, ils ne gagnent pas de l'argent. C'est-à-dire, avec son argent, il dit, achetez pour moi les chaises. J'ai vu les chaises chez IMB à 500 $. Comme on met 500 $, on gagne 500 $, achetez pour moi les chaises. Donc, ce sont les biens qui gagnent de la tontine. Mais ce qui est beaucoup plus vraiment en vogue ici à Kinshasa, c'est la tontine associative.
C'est la tontine associative. La tontine associative, c'est ce que nous appelons chez nous ristourne ou likelemba. Likelemba, c'est-à-dire un groupe de personnes se réunit, ils décident sur une somme à participer, à contribuer chaque fin du mois. Et cette somme-là, la réunion de cette somme-là, on les donne à une autre personne. C'est ce qui est fréquent, en fait, chez nous ici à Kinshasa. Et c'est comme ça que ça se passe. Et nous avons constaté, nous avons observé, en fait, les dégâts qui existent dans ces genres d'associations. C'est-à-dire la personne, l'initiateur, hein, souvent ce sont les initiateurs de la tontine qui, à des fois, causent un problème. Hein, ils nous causent un problème. Et parce qu'on a constaté qu'en réalité, les initiateurs de la tontine, la personne qui initie la tontine, souvent n'a rien. OK. Oui. Il n'a rien, il vous réunit, il vous dit, on doit commencer les likelemba. Il dit, OK, admettons, on va commencer à mettre $100. Il a déjà un programme, un projet quelconque. Il s'est dit que, OK, si je gagne $1000 tout de suite, je peux commencer un business et le business sera capable de me produire les $100 à contribuer chaque fin de mois. Oui. Mais le dégât est qu'on a constaté à des moments où vous allez chez la maman likelemba, elle vous présente certaines situations. Elle vous dit que, bon, mon sac a été volé, les enfants ont touché là où je garde de l'argent, les enfants ont touché là-bas, ou soit aussi, ils reçoivent des coups. C'est souvent les femmes, hein, les femmes, les likelemba en Afrique, vraiment, c'est beaucoup plus représenté par les femmes. C'est-à-dire, même ces enfants sont au courant que notre mère est maman likelemba. Donc, aujourd'hui, déjà, elle va récolter de l'argent chez les gens, ceux qui contribuent, et ils peuvent voler cet argent. Alors, puisque l'argent est encore en bilan, on les touche encore, ce n'est pas numérisé, il y a beaucoup de dégâts. Donc, on a réfléchi ensemble avec mes étudiants comment digitaliser, comment vraiment changer ces secteurs-là. Et on a évolué, on a créé un système qu'on appelle Mr. Likelemba. On est en pleine négociation avec des banques. Comment sécuriser ces secteurs-là, c'est-à-dire qu'il y aura une traçabilité et une protection. Je sais que quand je dépose l'argent telle place, je dépose dans un compte. Dès que tout le monde contribue, donc on peut me les verser dans mon compte. On va toucher cette problématique tout à l'heure des initiatives qui ont à voir avec les partenariats de digitalisation de cette tontine-là. Il faut noter aussi, il y a un point qui est intéressant, je pense que vous avez parlé tout à l'heure des 3 points, des 3 types de tontines que vous voyez au Congo. Je pense qu'il y a un autre type de tontine qui est beaucoup aussi visible sur les différents marchés. C'est la tontine où des personnes mettent ensemble de l'argent pour, à la fin, pour les femmes, acquérir des choses comme la nourriture, des pagnes, du savon, de l'huile. Il se fait beaucoup sur les marchés avec les commerçants pour leur permettre de fournir l'approvisionnement de la maison pour le mois. Donc, ça leur permet de pouvoir avoir une certaine discipline d'épargne pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et en plus de ça, je pense qu'un point important que Connie a soulevé tout à l'heure, c'est les problématiques liées à cette tontine-là, qui sont les mêmes problématiques liées à l'argent physique. Et c'est le point que j'aimerais qu'on touche, les problématiques liées à la tontine. Pourquoi est-ce que c'est important de digitaliser la tontine? Pourquoi est-ce que cette problématique-là de digitalisation arrive? Natacha, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que la tontine, c'était important de digitaliser cette tontine-là? Qu'est-ce qu'on essaie de régler? Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, il y a du cash qui circule. Donc, qui dit cash dit problème de sécurité, parce que si à un moment donné, la personne qui a recueilli tout l'argent, elle sort et qu'il y a quelqu'un qui est au courant qu'il y a eu un versement qui a été fait, on est une cible pour l'argent. Comme Connie disait, on peut se faire voler peut-être même à la maison. Donc, il y a cette problématique. Et il y a la problématique que quand c'est du cash, encore une fois, on ne sait pas qui, la personne qui a centralisé, elle peut disparaître avec. On ne peut pas tracer. Et donc, effectivement, ça permet de... il y a cette problématique de la diffusion du cash, de la circulation du cash. Et encore une fois, ce qu'il y a, c'est que finalement, la plupart des gens qui participent aux tontines, c'est des gens qui sont en fait exclus du système bancaire. Quand on sait qu'en Afrique, il n'y a que 20% de gens qui ont accès en fait au système bancaire, on a tous ces 80% qui, pour certains, passent par la tontine.
Et le fait de digitaliser, ça peut leur permettre d'être incluses, d'être finalement intégrées quelque part dans le système bancaire. Et donc, c'est un élément que ça peut apporter la digitalisation. Intéressant. Et Gilles, qu'est-ce que tu penses? Quelle autre problématique nous avons à part les aspects liés à la sécurité, liés à la traçabilité? Quelles sont les problématiques qui nous poussent vraiment à aller vers une digitalisation de la tontine? Alors, avant rapidement de répondre à cette question, je voudrais faire un petit complément de ce que Connie avait dit, parce qu'il y a effectivement on peut avoir deux grandes catégories de pratiques de tontine. Donc, nous avons la tontine associative, comme l'a si bien dit, et chaque pratique a ses risques, n'est-ce pas? Et il y a la tontine financière ou individuelle ou cumulative, qui est généralement exercée par les institutions de microfinance ou les tontiniers ambulants. Et au niveau de cette tontine également, il y a des risques. Lorsque je prends la seconde approche de tontine, c'est-à-dire la tontine financière exercée par les institutions de microfinance ou surtout les institutions c'est le risque de détournement d'argent par les agents collecteurs. Donc, les prestataires de services financiers, les agents collecteurs qui sont recrutés pour collecter l'épargne auprès de la population à faible revenu, quelquefois détournent l'épargne des pauvres épargnants. Donc, cela pose un risque énorme pour les clients, aussi bien pour les clients que pour l'institution de microfinance, par exemple. Donc, du coup, le client se trouve dans une situation où il a épargné, mais au bout du rouleau, il ne peut plus rentrer en possession de son... Alors, Gilles, je pense qu'on te perd. Juste avant qu'il revienne chez IFAT, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là, les difficultés liées à la tontine? Je sais avec Care, vous avez plein d'initiatives. Pourquoi est-ce qu'on doit digitaliser cette tontine-là, à part les problématiques qui ont déjà été énumérées? Okay. Donc, pour moi, au fait, il y a trois problématiques centrales. Bon, certaines ont déjà été énumérées, mais je voudrais y revenir. C'est d'abord la sécurité, comme ils l'ont énoncé, la traçabilité et au fait, on va dire l'intégration de cette partie justement de la population qui, on va dire, qui constitue au fait des rejetons qui sont éjectés du système bancaire. Par exemple, au niveau des groupements, toujours, on voit que ce sont les femmes en tout cas les plus vulnérables qui font ce genre de tontine. Et elles sont éjectées pour plusieurs raisons par rapport à la bancarisation, parce qu'elles n'ont pas, par exemple, de papier pour répondre au KYC et pouvoir ouvrir un compte. Donc, pour moi, c'est un véritable moyen, en tout cas, de construire un pont entre cette partie de la population vulnérable et certaines opportunités telles que justement la bancarisation. Et pourquoi la digitalisation? Parce que la digitalisation, c'est un moyen qui va permettre d'avoir beaucoup de traçabilité et surtout de créer une identité digitale. Et au-delà de ça, pouvoir justement, ça peut être un moyen d'adaptation pour en tout cas pouvoir, on va dire, répondre à certains défis tels que le KYC. Parce que quand vous prenez les groupements, par exemple, il y a environ 25 personnes dans un groupement. Et dans ces 25 personnes, on peut avoir une probabilité d'avoir au moins une personne qui ait ces papiers-là pour pouvoir ouvrir un compte. Et une fois qu'elle ouvre ce compte-là, en arrière-plan, en fait, elle peut contracter un crédit qui va servir en arrière-plan plus 24 autres personnes à travers un système bien établi, un système de traçabilité, à travers l'application qui permet de suivre la gestion de ces groupements et tout ça. Donc, c'est ça. Et derrière aussi, c'est un outil de décision, je pense, pour les banques, pour l'octroi des crédits, et qui, je dirais, est beaucoup plus fiable qu'un bout de papier. Aujourd'hui, ces groupements existent, par exemple, depuis 30 ans. Imaginez-vous,
si on avait leur historique depuis lors, qui va permettre de savoir, par exemple, X personne, Fatima, elle est dans tel groupement depuis 20 ans, mais à chaque fois qu'elle contracte un crédit, au fait, elle respecte les échéances, elle est assidue, c'est quelqu'un d'engagé. Donc, je pense que c'est un outil à la décision qui n'est pas du tout négligeable, au contraire, qui est très important, plus que même, voilà, juste une carte d'identité qui n'en dit pas plus que ça sur la personne. Et c'est vraiment cette problématique-là qu'on essaie vraiment de toucher, de dire qu'on a un système existant, on a un cas d'utilisation dans notre environnement qui démontre que les personnes qui sont actuellement exclues du système arrivent à maîtriser leurs finances d'une certaine manière et arrivent à se créer du financement et arrivent à épargner pour certaines personnes. Et Absolument. le système formel n'arrive pas forcément à intégrer ces réalités-là dans le développement des produits existants et aussi dans tout ce qui est réglementation existante. Un élément clé qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est la régularité des revenus de ces personnes-là, la fréquence de réception de ces revenus-là, parce qu'on remarque que pour beaucoup de ces personnes, c'est des personnes soit qui ont des revenus avec des fréquences très régulières, donc c'est des revenus journaliers, ou des personnes qui ont des revenus avec des fréquences très, très espacées. Donc, on aura, par exemple, dans d'autres cas, des communautés d'agriculteurs ou des femmes qui font de l'agriculture et tout ça. Donc, ces réalités-là qui sont liées à la fréquence des revenus ne sont pas tout le temps aussi inclus dans les produits existants dans le système financier formel ou dans les échéances des différents crédits qui sont offerts aux personnes qui en ont besoin. Et c'est pour ça, maintenant qu'on va toucher le point sur les opportunités que cette tontine-là donne, non seulement aux fintech, mais aussi aux banques et aux différents acteurs qui interagissent avec la population dans le système financier. Connie, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Quelles sont les opportunités que cette tontine-là offre? Ok. Les opportunités, il y en a beaucoup. Premièrement, moi, je vais aborder d'abord les opportunités pour ceux qui créent l'initiative. Hein. Pour ceux qui créent l'initiative, c'est-à-dire avec un peu de formation, un peu d'éducation financière, c'est-à-dire si vous savez comment vous organiser, en commençant, en ouvrant une tontine, une association comme ça, vous avez l'opportunité de réunir une somme, c'est-à-dire une somme du coût. C'est-à-dire, vous savez qu'on va faire la tontine mensuelle chaque mois, on va réunir de l'argent. En réalité, moi, je sais que je n'ai pas cette somme. Je vais débiter une activité, mais je n'ai pas la somme tout de suite là. Mais si je réunis tel, avec une certaine crédibilité, renommée financière que j'ai, ils vont me croire, ils vont contribuer. Alors, avec beaucoup de formations financières, c'est-à-dire, dès que je réceptionne cet argent, je peux tout de suite débiter une activité génératrice qui me permettra, moi, à mon tour, vraiment avec beaucoup d'intelligence, de contribuer aussi. Mais c'est que j'ai eu la somme et j'ai commencé l'activité. Une autre opportunité, c'est-à-dire au niveau de la banque, si seulement si le système est digitalisé. Le système est digitalisé, j'aurai aussi une certaine crédibilité vis-à-vis des banques. C'est-à-dire, on sait que je suis Maman Likelemba et je gère autant de personnes. Je gère autant de personnes qui contribuent régulièrement et il n'y a pas de plaintes, c'est-à-dire comme madame l'a dit, pour avoir un crédit, ça sera vraiment facile. Ça sera vraiment facile. Et dans la digitalisation, on a la facilité d'avoir un bon nombre de gens. Souvent, de bouche à l'oreille, c'est sélectif. Mais si c'est digitalisé, quelqu'un qui n'est pas même dans ma ville peut intégrer mon système et ça me permet d'étendre, en fait, ça me permet d'étendre le nombre de participants de quoi. Et les autres opportunités, c'est-à-dire je peux réaliser un rêve. Aujourd'hui, au Congo, ce que j'ai constaté, beaucoup de jeunes mariés, comme le crédit, l'octroi des crédits est difficile, c'est qu'ils font recours au système tontine. Des tontines, c'est-à-dire, c'est dit mon mariage c'est au mois de septembre. Donc moi, tout de suite, là, je n'ai que 2000. Mais je vais réaliser un mariage de rêve. Et j'irai intégrer un groupe de tontines et je vais demander, supplier en fait à la gérante, je vais être la 3e personne. Et dès que je suis la 3e personne, ça me permet de réunir 20 000 $ tout de suite là. Je fais mon mariage de rêve, je fais mes voyages, c'est ça les opportunités. Et je vais commencer à payer petit à petit dû à mes revenus. Donc c'est ça que les opportunités que moi je trouve dans la tontine. Hein.
dans la digitalisation de la tontine. Et la tontine vraiment en tant qu'outil de manière générale, parce qu'on parle en fait des opportunités de la tontine en tant que tontine et pas forcément de la tontine en tant qu'un produit qui est digitalisé. Tontine comme outil d'inclusion financière, d'inclusion sociale, d'inclusion économique, parce que ça permet, comme Connie vient de le dire, à les personnes d'avoir une meilleure dignité, de faire des choses comme elles aimeraient le faire avec une flexibilité, pouvoir avoir accès au financement et de réaliser certains de leurs rêves. Mais en réalité, beaucoup de personnes se posent la question et quand il s'agit de digitalisation, on est dans un marché où il y a plein de questions. Donc, on va se tourner vers toi, Natacha, pour que tu nous expliques un peu. La digitalisation de la tontine, ça veut dire quoi en réalité? C'est quoi la digitalisation de la tontine? Ok, en fait, c'est vrai que les gens se disent digitalisation, ça veut tout dire et rien dire à la fois. En fait, ce dont on parle, ce n'est pas les tontines du style WhatsApp qu'on voit fleurir ces derniers temps, des gens qui créent des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, qui rajoutent des gens et puis demandent qu'on leur donne de l'argent. Et à un moment donné, on se retrouve avec la problématique où c'est des arnaqueurs qui se partent avec l'argent. Là, ce dont on va parler, c'est de développer des applications qui vont permettre aux gens de pouvoir déjà accéder à plusieurs tontines, de s'inscrire, qu'on puisse vérifier qui est qui, leur permettre de transférer l'argent et du coup, on ne va même pas avoir, ce dépôt d'argent ne se fera même plus physiquement, mais il va être dématérialisé. Et comme les différents intervenants l'ont dit, ça nous permet finalement, à travers cette application, de voir le profil de l'épargnant et de savoir si c'est un bon payeur, un mauvais payeur, d'avoir tout son historique et pouvoir voir comment mieux le servir. Donc, vraiment, pour moi, ça va être ça la digitalisation des tontines, c'est de passer de la circulation du cash à virtualiser cela au travers d'une application. Et ce qui peut être intéressant pour certaines tontines que j'ai vues, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un smartphone pour pouvoir participer à ces tontines parce qu'effectivement, si on veut adresser certaines populations, elles n'ont que des feature phones et elles peuvent aussi accéder à ça. Mais c'est pouvoir leur permettre d'accéder à tous ces services sans avoir à se déplacer physiquement. Et c'est cet aspect-là qui est beaucoup intéressant pour nous parce que, étant des personnes du domaine, on comprend la digitalisation pas forcément de la même manière qu'une personne du système, une personne générale, parce que cette personne va comprendre la digitalisation de la tontine comme la digitalisation de tout le processus. Est-ce qu'on digitalise l'argent? Est-ce qu'on on fait une application digitale qui montre le processus? Est-ce qu'on est en train de digitaliser les interactions entre les acteurs? Est-ce qu'on est en train de digitaliser tout ce qui a à voir avec gestion des risques, juste cet aspect-là? Est-ce que c'est le marketing qui est digital? Et c'est une confusion qui est vraiment créée dans l'esprit des personnes autour de nous. Parce que comme tu viens de dire, est-ce qu'on utilise juste un canal digital? C'est-à-dire que là, dans le cas de WhatsApp, c'est un produit qui est en train d'être utilisé à travers un canal digital, mais ce n'est pas la digitalisation du produit. Donc, dans ce cas-là de digitalisation, ce dont on parle aujourd'hui, parce que j'ai vu une question qui a été demandée par quelqu'un, on parle de la digitalisation du produit ou on parle de la digitalisation du processus. Je veux donner la parole à Gilles. Gilles, qu'est-ce que tu penses là? Quand on parle de digitalisation, c'est tout, c'est un peu, c'est une partie, c'est quoi? Alors d'accord, merci. J'espère que je ne vais pas avoir de problème de connexion cette fois-ci. Vas-y, on espère bien. Lorsqu'on parle de digitalisation, on peut l'appréhender sous plusieurs angles. Parce que lorsqu'une institution ou bien on veut digitaliser des produits ou bien des produits et services, il faut aller peut-être étape par étape. Donc, il y a l'étape de numérisation et de digitalisation des processus, digitalisation des produits et peut-être également la digitalisation de l'engagement avec les clients. Alors, lorsqu'on parle d'abord de la digitalisation des processus, en fait, il s'agit essentiellement de permettre, c'est-à-dire de dématérialiser tous nos processus classiques. Par exemple, avant, avec les émissions de microfinance, par exemple, l'agent collecteur prend son cahier, il va vers un client, il collecte l'épargne auprès du client, il le mentionne dans le cahier et par la suite, il signe le carnet de tontine du client et il revient au bureau.
Alors, à cette étape-là, on pourrait dire que si l'institution de microfinance veut digitaliser ses produits de tontine, elle peut déjà commencer par la digitalisation du processus. Et elle consiste à quoi? C'est que cette fois-ci, lorsque l'agent collecteur va aller vers le client, il n'aura plus de cahier, il aura peut-être une application mobile, et lorsque le client lui donne de l'argent, l'agent collecteur transcrit la transaction directement dans l'application mobile, de telle sorte que l'institution au siège vérifie et s'assure et constate qu'effectivement, il y a une transaction entre l'agent collecteur et le client sur le terrain. Ça, c'est que lorsqu'une institution travaille dans ce sens, c'est qu'elle est en train de digitaliser ses processus. Maintenant, il y a la digitalisation des produits. La digitalisation des produits ici, c'est qu'on donne la possibilité au client de lui-même ouvrir un compte à distance, de lui-même souscrire à son produit d'épargne à distance, de lui-même procéder éventuellement à des retraits à distance. Donc, cette possibilité-là est offerte au client parce que l'institution ou bien le groupe en question a décidé de digitaliser complètement ses produits. Et enfin, il y a la digitalisation de l'engagement client. C'est que, et ça va de pair avec la digitalisation des produits, c'est que du moment où on a digitalisé tous nos produits et que le client peut lui-même faire des retraits à partir directement depuis son compte bancaire qui se trouve au niveau de l'institution, c'est qu'on a mis à la disposition du client des outils qui peuvent lui permettre de faire rapidement et de façon aisée ces différentes transactions-là. Donc, c'est ce que je peux dire en complément de ce qui avait été dit sur ce qu'on entend par digitalisation de la tontine. Oui, et je pense que Gilles a touché vraiment le point de la digitalisation parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. La digitalisation a beaucoup de niveaux aussi, elle peut avoir beaucoup de niveaux. Gilles l'a dit, les collecteurs peuvent avoir des smartphones, ils peuvent avoir des tablettes, mais on peut même éliminer les petits collecteurs. On peut éliminer les collecteurs ambulants, on peut le faire à travers des transferts d'un compte vers un autre compte d'épargne ou un autre compte de tontine et tout cela. Donc, ça dépend vraiment de l'étape et de l'avancée de l'environnement. C'est important de penser à l'environnement réglementaire dans lequel on est et à la réaction de la population qui va utiliser ce produit-là pour développer ce produit et aussi décider le niveau de digitalisation que nous voulons atteindre. Mais je me pose juste encore des questions parce que je me dis, on veut digitaliser les choses, on veut digitaliser la tontine, mais Chérifatou, est-ce qu'on ne va pas se retrouver au même problème de la finance digitale? Parce qu'on rentre encore dans un marché où les gens ont des problèmes, même avec le mobile money, n'arrivent pas à utiliser leur compte et on leur demande de digitaliser leur petite tontine. Donc, Chérifatou, qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. Oui, des contraintes, je t'avoue que oui, Nadine, il y en a. Notamment, moi, je pense que d'une certaine manière, tout tourne autour de l'analphabétisme parce que quand même, il y a pas mal de, disons, de personnes qui n'ont pas un certain niveau d'éducation, notamment pour lire et puis pour écrire. Or, quand on va vers l'outil digital, c'est quelquefois quand même, disons, un niveau qui est prérequis. Donc, à notre niveau, c'est surtout ce genre de difficultés que nous rencontrons. Et je pense que la solution à cela serait de vraiment penser à faire des produits adaptés à la cible que nous avons. Par exemple, quand nous prenons aujourd'hui nos femmes, il faut s'appesantir, au fait, il faut sur les difficultés, voir comment intégrer les langues locales et voir même comment intégrer plus tard le vocal. À part cela, aussi, c'est d'accompagner, je dirais, ces produits par beaucoup de formation et d'éducation voilà, financière et d'éducation digitale également, parce que vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment utiliser le téléphone simple ou bien le smartphone. Donc, c'est vraiment ces produits digitaux doivent s'accompagner de beaucoup de formations et voilà, pour que les bénéficiaires puissent prendre en main l'outil.
Et Moi, c'est ça. je pense qu'on y et chez vous au Congo où la langue locale est beaucoup parlée par la population, comment est-ce que vous pensez à régler ce problème-là d'alphabétisation numérique? Comment est-ce que vous pensez, voilà, qu'est-ce que vous, avec vos élèves, vous avez décidé comme solution pour aider ces personnes-là qui ne savent pas forcément lire, Ok, si on doit ok. digitaliser la langue? Ok, si on doit digitaliser, c'est-à-dire on a eu à faire des observations déjà. Vous voyez, avec le système Mobile Money, au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Tous les enfants du quartier étaient utilisés par une maman pour lire, pour dire qui a envoyé de l'argent, je veux envoyer de l'argent, j'ai reçu de l'argent. Et ben, les Mobile Money n'ont pas vraiment donné des formations en fait, à l'utilisation, mais ces gens-là se sont adaptés. À nos jours, aujourd'hui, si vous voyez, vous allez vers ces gens-là, les analphabètes, vous verrez que chacun, au moins sur 100%, je dirais 60% utilisent les mobile money. Ils utilisent les mobile money. Alors, comme Madame Chérifatou l'a dit, donc ça doit être accompagné de formations et d'initiations. C'est-à-dire on va vraiment nous rabaisser à leur niveau pour les expliquer mot en mot comment utiliser. Et alors, faire de notre mieux que ça soit utilisé dans tous les genres de téléphones, c'est-à-dire les smartphones et les téléphones normaux. C'est-à-dire quand vous donnez à une personne comme ça déjà qui a des difficultés et qui ne sait pas utiliser un smartphone, il faut créer maintenant des modèles qui vont rencontrer vraiment leur niveau, quoi. Et par rapport à la langue nationale, déjà ici, avec les entreprises de télécommunications, les Lingala est intégré. Vous voyez un peu? Les Lingala est intégré, mais nous avons aussi pensé au voice. Nous avons beaucoup pensé au voice pour vraiment alléger la tâche, hein, parce qu'il y a de ceux que même quand vous expliquez, je ne sais pas, il faut aller même à la langue maternelle. Le lingala ne suffit pas. Le lingala ne suffit pas. Il faut aller en langue maternelle, l'expliquer one by one pour qu'ils comprennent. Alors, ensemble, on est en train toujours de modifier par rapport aux besoins. Souvent, dès qu'on crée un projet, une application, on fait une conférence, on reçoit des questions et par rapport à ces questions-là, on arrive au fait à modifier nos applications. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Et la formation est vraiment primordiale parce qu'on parle là d'une nouvelle technologie, on parle là de nouvelles choses, on parle là de changement ou d'adaptation des habitudes de ces populations-là. Rappelons-nous qu'on parle encore du marché de masse qui est longtemps exclu du système financier formel, qui gère ses finances de manière informelle et à sa manière, qu'on veut forcément inclure, pas forcément, mais pour son bien, inclure dans un système financier, social et économique. Donc, il y a beaucoup de ces difficultés-là, mais je pense que les personnes de la technologie pourront nous dire quel type de technologie, si on veut intégrer, si on veut digitaliser la tontine. Natacha, dites-nous un peu en termes d'intégration, quel type de technologie pour une tontine digitale, pour le marché de masse? Je ne suis pas sûre de bien saisir le sens de la question. Quand vous dites type de technologie, c'est quel type de produit il faut développer, quel type de canal, quel type de canal, quel type de technologie derrière. Parce que je pense qu'on a parlé, Chérifatou et Kony ont parlé de la voix. Ils ont parlé de l'IVR. On va parler, dans certains cas, pour le paiement marchand, on utilise le NFC. Dans certains cas, maintenant, on commence à utiliser les QR codes. Quel type de technologie pour la tontine? Au-delà de la technologie, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut concevoir un produit pour des clients, en fait. Donc, il faut savoir quel est le réel besoin. Il faut connaître son marché, en fait. Si on est dans des endroits où, là, je ne sais pas, 80% des femmes ou des épargnants ont des feature phones, n'ont pas de smartphone, donc clairement, faire une application mobile avec du web et tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il faut plutôt partir vers qui on veut aller et ensuite partir de là et voir les différentes applications. Donc, effectivement, quand on est dans des endroits où on a des taux d'alphabétisation, que ce soit en langue nationale ou dans les langues officielles occidentales qui sont faibles, effectivement, c'est peut-être plus pertinent d'aller vers de la voix, vers quelque chose de visuel pour aider.
Après, quand on a des feature phones, effectivement, quelque chose qui va beaucoup marcher, c'est l'USSD. C'est une technologie très basique, tout ce qui va être dièse 120, dièse, des choses comme ça. C'est des choses qui sont très basiques, qui passent sur tous les types de téléphones et qui, du coup, permettent d'adresser le plus grand nombre. Après, ça va être des applications qui vont être faites sur mobile. Donc, après, choix libre à chaque entreprise de voir quelle technologie elle veut utiliser, qu'est-ce qu'elle veut développer. Mais je pense que quelque chose qui est très intéressant, tout le monde, on en a parlé un peu, les différents intervenants en ont parlé un peu en termes de traçabilité, il faut vraiment avoir des systèmes qui permettent de tracer, déjà de vérifier l'identité de chacun, quel que soit quel que soit le niveau de digitalisation qu'on a atteint. Il faut qu'on soit capable de tracer les gens, tracer et d'historiser les différentes transactions qui ont été faites et de pouvoir à la fin faire du credit scoring. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'exploitation de la data. C'est effectivement des systèmes à mettre en place en fait, en ayant des bases de données qui sont solides, qui sont unifiées, sécurisées et qu'après on peut exploiter pour différents usages. Et à terme, si on veut aller jusqu'à l'inclusion avec la banque, effectivement, il faut également voir tout ce qui va être… il y a des solutions d'open banking aujourd'hui qui existent, donc voir comment tout ça, ça peut… je perds mes mots. Comment on peut mettre tout ça en place en fait pour vraiment servir les populations. Il y a un point qui n'est peut-être pas technique, mais qui n'est sûrement pas technique, mais qui est très important, c'est aussi la réglementation. J'ai vu dans les… on va y venir. On va toucher la réglementation tout à l'heure. Je veux pas qu'on avance sur la réglementation. Je voudrais toucher un autre point qui est… On parle encore de cette digitalisation de la tontine. On parle de la tontine comme étant un cas d'utilisation qui va permettre aux personnes qui sont exclues du système de se rapprocher du système parce que ces personnes-là vont reconnaître dans ce système-là un produit qui est déjà utilisé. Et longtemps, on avait vu en des paiements marchands ce produit-là qui allait venir inviter les gens à rentrer dans le système parce qu'on se disait, c'est des personnes qui sont habituées à faire des achats. Si on arrive à digitaliser ces paiements-là, ces paiements marchands ou des réceptions de paiements sociaux, ces personnes-là seront motivées à entrer dans le système formel bancaire. Ce qui n'a pas encore été le cas ou qui n'a pas donné le résultat auquel on s'attendait. Qu'est-ce qu'il en sera de la tontine? Est-ce que la tontine digitalisée permettra ou sera un bon produit d'appel du marché de masse vers le secteur formel, le secteur financier formel? Gilles, qu'est-ce que tu penses? Ok, merci. Avant toute chose, en fait, il faut faire remarquer que lorsque les sociétés de téléphonie mobile ont commencé à offrir les services de retrait, de transfert d'argent, en fait, c'était des services classiques qui n'étaient pas en réalité dans les habitudes des clients. Donc, la plupart des clients, même étant pauvres, utilisaient ce canal-là parce que soit un de leurs parents devait lui envoyer de l'argent, ou soit il doit envoyer de l'argent à son parent. Donc, en dehors de ça, il n'y a aucune motivation. Alors que si nous décidons, par exemple, de digitaliser peut-être la tontine qui est déjà ancrée dans les habitudes de ces clients-là, il peut avoir encore une motivation plus accrue à utiliser les services financiers digitaux. Parce que le client, il voit qu'il est dans une situation où il peut disposer de la monnaie électronique, n'est-ce pas, pour payer sa cotisation, sa tontine, de façon journalière, mensuelle, ou bien payer sa tontine de groupe. Donc, je pense qu'en travaillant à digitaliser les pratiques de tontine, cela vient renforcer le besoin ou la nécessité pour les clients d'utiliser de plus en plus les moyens de paiement électronique, n'est-ce pas, pour répondre à un besoin qui existe déjà dans leurs habitudes. D'accord? Alors, secondo, en quoi est-ce que la tontine pourrait être favorable aux clients? Alors,
Moi, je travaille beaucoup sur les pratiques de tontine des institutions de microfinance dans un premier temps. Et par la suite, on verra comment migrer vers la tontine de groupe. Mais avant de développer tout ce qu'on a fait, on a réalisé des études. Et par exemple, lorsque on pose la question à certains clients ou à certains agents des institutions de microfinance de savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à satisfaire le client? On t'a perdu, Gilles. Tu es là? Ok, on a perdu Gilles, mais je vais venir vers Chérifat. Est-ce que tu as une intervention à ce sujet-là? La tontine comme élément clé d'inclusion financière, d'inclusion bancaire, d'inclusion des personnes du marché de masse. Est-ce que c'est vraiment cette outil-là qui doit booster au lieu des paiements, au lieu des transferts? Ça a un peu coupé là. Tu peux reprendre vers la fin. Est-ce que c'est cet outil qui... Est-ce que c'est ce produit-là qui doit être un produit d'appel? Est-ce que c'est un produit d'appel qui va favoriser l'inclusion des personnes qui sont exclues en ce moment du système financier, les commerçants, les agriculteurs? Voilà. Donc, je voulais justement ajouter quelque chose par rapport au précédent intervenant. Pour moi, la solution clé pour que cela se fasse, c'est que le produit soit réellement adapté aux besoins de ses cibles. Aujourd'hui, si c'est des groupements d'agriculteurs, il faut sonder leurs besoins. Si c'est des groupements féminins comme les MMD Matam Masoudoubara qui font leur activité, il faut étudier leur fonctionnement. Comment est-ce que ça se passe? Parce qu'au fait, en digitalisant, on doit faire très attention au fait à ne pas changer radicalement le fonctionnement habituel des choses, mais juste à le digitaliser, à le rendre numérique. Et pour cela, il faut comprendre le fonctionnement, il faut comprendre le besoin quotidien des gens et il faut s'aligner à ce besoin. Et une fois qu'on s'aligne à ce besoin, c'est ça qui va susciter l'intérêt de ces personnes-là et qui va leur faire adopter le produit, voilà, pleinement. Et donc, à travers cette adaptation et voilà, leur faire... comment on va dire, les inclure dans le système financier formel. Et ces personnes-là sont des systèmes un peu bouclés, non? Si on veut être un peu pragmatique, on prend le cas des agriculteurs qui, dans le cacao par exemple, et dans d'autres secteurs, il y a des pisteurs, il y a des intermédiaires entre l'acheteur et celui qui reçoit l'argent directement. Donc, la digitalisation vient et devient un frein ou devient la digitalisation par la transparence qu'elle inclut, devient un frein à leur activité, même pour la collecte des tontines. Les tontines de marché, il y a des collecteurs de marché, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là dans la digitalisation? Est-ce que ces personnes-là ne vont pas bloquer le message d'inclusion financière qu'on essaie de passer derrière? Oui, je pense qu'encore une fois, je peux répondre, encore une fois, c'est quelle est la cible? Est-ce que ce sont les collecteurs ou bien est-ce que ce sont les agriculteurs et à qui ça profite? Mais je pense que dans ce cas si précis, ça profite aux agriculteurs parce que plus il n'y a pas d'intermédiaire, plus leurs gains seront plus importants. Donc, c'est eux qui sont notre cible et encore une fois, c'est eux qu'on doit convaincre et leur montrer justement comment ce produit-là va leur bénéficier en termes justement de leurs revenus qui seront plus importants que s'il y avait ces collecteurs-là. Donc, pour moi, la question est toujours là. Et la question est toujours là parce que je vais la reposer encore à Connie. C'est le cas au Congo. Mais est-ce qu'il y a des intermédiaires? On ne fait pas des intermédiaires parce que c'est un peu ça le problème de la digitalisation. On détruit des emplois, on détruit des revenus, on détruit des magouilles. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, Connie? On fait quoi de ces collecteurs? Connie? Je suis mute. Ces collecteurs-là, il faut les aborder d'abord premièrement. Il faut parler avec eux parce que ce sont eux les en-tête de chaque association. Vous voyez un peu? Donc, ils ont déjà gagné la confiance de tous les membres. Vous ne pouvez pas aborder les membres sans pour autant aborder les dirigeants. Vous voyez? Si vous allez vers les membres directement, il peut
donner des mauvaises informations. Il peut intimider. Écoutez, ça ne sera pas bien, on va nous voler notre argent. Non, il faut d'abord parler avec les collecteurs, les initiateurs. Nous, on les appelle, que ce soit homme ou femme, on les appelle les mamans. On l'aborde, on lui parle de ces produits-là, les apports, en fait, les avantages de la digitalisation. Et lui, dès qu'il avale ça, vous voyez un peu, dès qu'il comprend, donc c'est-à-dire l'information sera facile. Ça sera maintenant à lui de séduire les autres, de convaincre les autres. Écoutez, nous voulons changer la manière de travailler, nous voulons vraiment rejoindre la digitalisation et ça va se passer comme ça. Vous voyez un peu. Et les intérêts, en fait, vous voyez, dans chaque chose, il faut que les clients trouvent son intérêt. Vous voyez, si vous parlez, par exemple, des agriculteurs, ils vont poser la question. Nous, on travaille d'habitude comme ça, il n'y a pas de problème. On réunit notre argent à la fin, moi, je bouffe mon argent. Quelle est l'importance, c'est-à-dire de quitter les systèmes traditionnels pour rejoindre la numérisation? Vous voyez? Il faut qu'il y ait des intérêts, comme Mme Cherifat l'avait dit, c'est-à-dire la facilité d'avoir même des crédits. Vous avez une crédibilité, vous avez une identité financière, c'est-à-dire on sait vous tracer. La majorité d'entre eux, ils n'ont pas de compte bancaire, leur argent, c'est physique. Ils font tourner ça et ce sont des grandes sommes. Vous voyez, les banques, les systèmes financiers ne sont pas au courant de la circulation, le mouvement de ces sommes-là. Alors, dès que l'argent est numérisé, le système est digitalisé, on vous trace, on sait que qui est là et vous agissez comment, quels sont vos gains. C'est-à-dire, si vous avez la capacité de participer à autant chaque fin du mois, c'est-à-dire que vous gagnez autant. Un jour, vous aurez besoin d'un crédit agricole. Ça sera facile. Vous aurez la facilité d'avoir cet argent. Et aussi l'initiateur, c'est-à-dire le collecteur, lui aussi à son tour, il pourra être un modèle, c'est-à-dire dès que le système est digitalisé, il peut voir les besoins, les réalités qui existent dans son groupe et aborder maintenant une banque. Écoutez, vous travaillez avec nous, nous avons digitalisé notre système de tontine avec vous. Maintenant, moi, mes membres ont un problème, c'est-à-dire ils ont besoin de financement. On a un marché, on doit livrer autant de tonnes de tels produits à tel, mais nos capacités financières ne nous permettent pas de faire ça. Mais regardez ce qu'on réunit chaque fin du mois. Et si vous nous donnez ces crédits ici, nous aurons la capacité de le payer à l'échéance. Et moi, je trouve que ce sont vraiment des approches comme ça que je vois pour aborder ces genres de collecteurs ou pour digitaliser les systèmes de tontine. Et justement, quand on parle de digitalisation, il faudrait vraiment, c'est très important de regarder l'aspect chaîne de valeur, l'aspect chaîne de distribution, là, qui intervient dans la chaîne. Comment est-ce qu'on fait que cette digitalisation-là, tout le monde y gagne pour son compte et à la fin, le consommateur final est inclus dans le système et a un meilleur cadre de vie, a de meilleures conditions de vie, a une vie améliorée et se sent inclus, se sent une personne de valeur dans son environnement. Je pense que c'est vraiment ça le point, c'est de se dire à la fin, l'utilisateur final, est-ce qu'il se sent une meilleure personne? Parce que c'est bien pour la digitalisation, mais c'est important de se poser la question de on digitalise pourquoi? On digitalise parce qu'on peut améliorer leur vie, on digitalise parce qu'on veut que ces personnes aient de meilleures perspectives en termes de financement, en termes d'épargne, en termes de vision pour leur avenir, en termes de… Voilà. Donc, tous ces aspects-là sont les raisons pour lesquelles on veut digitaliser. Mais on digitalise, il y a des acteurs, il y a des fintech, il y a des banques, il y a des microfinances, il y a les groupes informels il y a les groupes informels d'épargne et de crédit, il y a des acteurs comme Care. Quelle forme de collaboration pourra nous permettre d'atteindre une formule de digitalisation de la tontine qui sera optimale pour tout le monde, pour le plus d'acteurs le plus possible? Quel type de collaboration pourrait booster l'impact de la tontine dans l'environnement économique et social? Natacha, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Vous qui êtes intégrateur, pourquoi vous intégrez les solutions? Justement, j'allais prêcher un peu pour ma chapelle, en fait, parler de Isao, en fait, peut faciliter le travail des tontines parce qu'effectivement, comme on l'a dit, une des problématiques dans la tontine, ça va être la collecte du cash. Ça va être la collecte du cash et nous, ce qu'on va faire, c'est d'intégrer, de permettre de multiplier les canaux de collecte
qu'on peut faire via son téléphone, même son ordinateur. Donc, ça va être de permettre à des gens qui ont différents wallets électroniques de pouvoir contribuer à une même tontine. On pourrait même penser plus loin demain à ouvrir des tontines à des gens qui sont à la diaspora, par exemple, qui peuvent participer à des projets de tontines en Afrique. Et donc, voilà, nous, l'un des éléments qu'on peut proposer, c'est en agrégeant tous les moyens de paiement et donc tous les moyens de collecte, permettre d'ouvrir la tontine à un plus grand nombre et également de sécuriser, parce que quand on va faire la collecte en ligne, ça veut également dire que la redistribution, elle n'a pas besoin de se faire en cash également, elle peut se faire de manière en ligne. On peut reverser sur le wallet de la personne et si elle veut, cette personne, elle pourra aller après retirer au guichet la cagnotte, en fait, ce qui lui revient de droit. Et après, on peut avoir, donc, ça c'est la minute Bizao. Après, ce que nous, on peut apporter, il y a également différentes choses parce que comme on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir tracer, historiser les transactions, ça permet de définir, de faire du credit scoring. Et donc, ça va être très intéressant pour les banques après pour pouvoir donner des prêts aux gens. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a deux systèmes financiers à retenir. Il y a les gens qui vont rentrer vers la bancarisation, donc 80% des Africains qui peuvent avoir accès à la bancarisation si on fait une intégration tontine-banque. Et on va également avoir un développement du mobile money parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la majorité des transactions qui sont faites sur du mobile money en Afrique, c'est que du transfert d'argent de personne à personne. Alors que il y a des services financiers qui peuvent être bâtis dessus. Ça peut être de l'achat, ça peut être du prêt, énormément de choses qui aujourd'hui sont encore à l'état embryonnaire. Et donc, quand on peut mobiliser de l'argent de manière sécurisée, in fine, ça va permettre aux gens de pouvoir accéder à toute cette palette de produits financiers, bancaires ou par le mobile money. Et en plus de ça, en plus de palette, en plus d'intégration, en plus de pouvoir mutualiser tout ce qui existe sur une plateforme, je vais me tourner là vers Gilles pour lui demander en fait quel acteur, qui est-ce qu'on met ensemble, quel type de collaboration entre ces acteurs-là pour faciliter cette transaction-là. Pour faciliter l'accès au crédit, une bonne épargne, une épargne bien rémunérée, une tontine parfaitement bien entretenue avec des bons processus. Comment est-ce qu'on permet aux utilisateurs d'avoir tout cela en une fois? Alors, pour que ceci soit une réalité, il faudrait que les acteurs favorisent le partenariat. Parce que vous savez, lorsqu'on veut travailler dans la digitalisation des processus ou bien des produits, même la tontine digitale, cela demande assez d'investissement, assez de coûts. Donc, lorsque on est face à des structures qui ont déjà eu le temps de travailler et à développer des solutions comme les fintech, les institutions financières ou bancaires ont aussi un avantage à aller en partenariat avec ces fintech-là qui, derrière, travaillent toujours sur la qualité, la mise à jour de la technologie au bénéfice de ces institutions. Donc, de façon globale, ce qu'il faudrait favoriser pour une meilleure digitalisation des services, c'est les partenariats avec aussi bien les sociétés de téléphonie mobile, les fintech, les institutions financières. Même les pratiques de tontine de groupe qui se font entre des groupes de personnes ou entre des groupes de familles, elles peuvent utiliser ces canaux-là qui sont déjà disponibles pour pouvoir offrir convenablement ce service au lieu de vouloir se lancer soi-même dans le développement d'outils. Donc, c'est ce que je peux dire. Mon dernier développement, je n'ai pas pu le faire. La connexion a... On essaie d'avoir un peu de temps pour ajouter ce développement-là. Mais je pense qu'il y a des beaux modèles. Voilà. Il y a des beaux modèles. Chose par rapport à la... Vas-y. Oui, allô?
Oui, Oui, par rapport à la réglementation, il faut faire remarquer que je ne sais pas comment les sociétés enfin, les concepteurs de tontines, c'est-à-dire ceux qui ont des applications, comment ça fonctionne. Mais en termes réglementaires, la réglementation bancaire ou la réglementation de la microfinance est claire. C'est des institutions financières décentralisées ou des banques qui ont l'habilitation de collecter l'épargne. Donc, idéalement, les fintechs, lorsque l'épargne est une épargne à grande échelle et non une épargne qui se résume à un groupe de personnes, alors il faut commencer à faire attention parce que la réglementation est très exigeante en la matière. Voilà. on va revenir dessus sur cette réglementation parce qu'il y a des questions dessus. Donc, on va revenir dessus avec plus de détails pour qu'on élabore un peu plus sur la réglementation et en quoi est-ce que c'est un peu bloquant sur cet aspect-là. Quelles sont les contraintes liées à la... Mais je pense qu'il y a des modèles intéressants dont je voulais parler. Je pense que c'est important d'énumérer le type de partenariats qui ont permis à des personnes exclues du système de rentrer dans le système bancaire et à travers des partenariats entre des fintechs et des banques, par exemple. On sait un bon modèle, par exemple, lié à la tontine, c'est M-Shama au Kenya, qui est un partenariat entre Postbank et FSD Kenya. Et quelqu'un a parlé, je pense, dans les questions du coût. Ce qui est très beau avec ce modèle de M-Shama, c'est qu'on paye juste une fois. On paye juste 0,50 $ une fois pour avoir l'application. Et vous pouvez travailler après derrière. Après, l'application travaille à vendre les données et à faire d'autres choses pour pouvoir être beaucoup plus comptable. Et puis, le bon modèle aussi, c'est qu'en termes de partenariat, ils ne sont pas figés sur l'aspect partenariat seulement avec les institutions financières ou en deux institutions comme une fintech et une banque, mais ils ont aussi un partenariat avec Catholic Relief Services qui travaille avec des organisations de femmes. Et avec ce partenariat-là, cette organisation non gouvernementale accompagne les femmes à continuer leur épargne et à ne pas avoir des comptes dormants. Donc, des organisations comme Care International qui sont derrière, qui coachent ces femmes-là dans leur activité d'épargne et de tontine sont vraiment très importantes. Et dans chacun des secteurs où la tontine va intervenir, il y a des acteurs clés décisionnels dans ces secteurs-là, des ONG qui sont importantes et qui doivent être inclus dans le processus de partenariat ou de développement de ces solutions-là. Thérifa, est-ce que tu veux intervenir aussi dessus? OK. Oui, bon, moi je pense qu'en ce qui concerne l'écosystème, c'est vraiment une collaboration entre différents domaines. Un domaine qui apporte sans nul doute la technicité, un autre, de par justement son expérience d'accompagnement, on l'a dit, on en a besoin forcément pour la prise en main de l'outil. Et un autre aussi, ce serait un partenaire, que ce soit IMF ou d'autres, disons, prestataires de services qui intéressent justement la cible. Ça peut être, voilà, une IMF, ça peut être, je ne sais pas, des plateformes de vente en ligne. Est-ce que vous voyez, c'est connecter vraiment ces personnes, pousser ces personnes à utiliser ce service financier digital pour accéder à un service dont elles ont besoin. Donc, l'IMF, ça peut être dans le cas où elles auraient besoin de prêts, de crédits et tout cela, et si elles ont besoin de faire des achats, par exemple, on rencontre l'activité principale ici au niveau des femmes, c'est souvent la transformation agroalimentaire. OK, ici on arrive maintenant à faire un listing de leurs principaux fournisseurs et qu'on arrive à convaincre ces gens-là de pouvoir accepter ces paiements digitaux, c'est aussi un moyen d'intégration. Voilà, pour moi, donc, et puis le côté réglementaire aussi, il ne faut pas l'oublier, une fois que justement il y a l'échange de la monnaie en dehors du cercle, il faut une accréditation pour pouvoir le faire. Donc, il faut être aussi regardant sur cet aspect-là. Voilà. Et c'est très bien parce que tu viens d'introduire là le sujet sur lequel j'allais partir. C'est bien beau, on parle de la tontine comme grand outil d'inclusion financière et comment est-ce que la tontine peut nous aider à atteindre cette inclusion financière là des personnes exclues du système. Mais on nous perd dans un système réglementaire qui n'est pas toujours favorable à cela. Et Gilles, puisque tu allais te prononcer dessus,
est-ce qu'on pourrait avoir, quels sont les aspects réglementaires qui pourraient ou qui, en ce moment, ne contribuent pas forcément à l'émergence de la digitalisation de la tontine par les fintechs? Ok, alors, je ne maîtrise pas tous les contours réglementaires par rapport à la digitalisation parce que c'est toute une dynamique au niveau de la zone UEMOA. Donc, il y a une réglementation qui travaille, qui analyse et avant de prendre des décisions. Donc, dans ce sens, il y a les questions d'interopérabilité et autres qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Alors, mais de façon générale, ce qu'il faut retenir par rapport à la réglementation, c'est que c'est les institutions financières et les institutions financières et de microfinance également qui ont l'habilitation de la collecte de l'épargne. Donc, lorsque c'est une épargne, une collecte d'épargne à petite échelle, c'est-à-dire des tontines de quartier, des tontines de groupe, des tontines entre amis, bon, ça peut ne pas poser véritablement de problème. Mais lorsque la collecte prend une tournure un peu plus grande, c'est-à-dire à grande échelle, alors là, il faut veiller à s'aligner sur les exigences réglementaires parce que l'un des principes de base de la réglementation bancaire, c'est la protection des consommateurs. Donc, un tontinier ambulant, par exemple, qui décide de commencer une activité pareille, se balade pour collecter l'épargne auprès des bonnes dames, c'est une activité illégale parce que cette personne peut disparaître avec l'argent des bonnes dames et par conséquent ne peut pas être retracé par l'autorité réglementaire. Donc, du coup, il faut veiller à ce que ces bonnes dames n'adhèrent pas à des pratiques de tontine avec ce genre de personnes. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Donc, pour nous, au niveau de Tondi, nous sommes un apporteur de solutions technologiques parce qu'on est conscient que les institutions financières, c'est elles qui ont l'habilitation à collecter l'épargne. Donc, nous, on travaille sur toute la solution technologique pour faciliter le processus de digitalisation de la tontine de ces institutions-là. Et réfléchir également comment ces institutions pourraient migrer vers l'offre de services digitaux de groupe, c'est-à-dire les tontines de groupe. Voilà. Donc, on mène des réflexions pareilles, mais ce n'est pas encore bien mûr, donc on ne peut pas aborder le sujet à cette étape. Voilà. D'accord, très bien, très bien. Natacha, je pense que tu voulais intervenir dessus tout à l'heure, les contraintes réglementaires. Oui, ce que je voulais dire, c'était évoquer le cas d'une initiative au Sénégal qui s'appelle Ma Tontine, qui, effectivement, du fait de la réglementation, ne pouvait pas collecter l'argent, l'épargne, et qui a dû suspendre ses activités pendant plusieurs mois et qui n'a pu être débloqué qu'en signant un partenariat avec un établissement financier. Et donc, ça peut être... ça peut être en fait un élément de sortie en attendant peut-être que le cadre réglementaire évolue et que peut-être à un moment donné, ces fintech orientés tontine puissent avoir un agrément. Ça pourrait être de présenter le business model, de montrer concrètement la valeur ajoutée que ça a pour une banque ou un établissement financier pour pouvoir passer cet obstacle réglementaire. Et un élément qui est important, c'est aussi tout ce qui va être, et c'est très important pour les banques, c'est tout ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, pour pouvoir être sûr que les personnes qu'on enrôle sur ces systèmes-là, ce sont bien celles qu'on déclare être, que c'est bien ces personnes qu'on puisse vérifier à tout moment. Et puisqu'en plus, dans la sous-région, on a des problématiques de blanchiment d'argent et tout ça, pouvoir sécuriser tout ça pour pouvoir montrer patte blanche aux autorités réglementaires pour pouvoir faciliter cette activité. Et très bien, c'est le point sur l'identité dont tu viens de parler. Je pense qu'on a une problématique dans nos différents États. Je vais aller tout à l'heure dans la zone CEMAC, mais je vais parler de la zone UEMOA parce qu'on a un grand problème avec les aspects de carte d'identité, surtout encore plus qu'on parle dans cette tontine-là de personnes exclues du système financier. Dans ces personnes, on a plus de 50% de cette population-là qui n'a pas de carte d'identité nationale ou de cartes qui sont acceptées dans le système financier formel.
Donc, lorsqu'on veut inclure ces personnes-là, est-ce qu'on ne va pas, lorsqu'on veut digitaliser cette tontine-là, est-ce qu'on ne va pas à la fin exclure ces personnes encore du système, puisque c'est des personnes qui sont déjà désavantagées par la réglementation, pas forcément désavantagées, protégées, mais ne sont pas forcément dans une position où elles peuvent profiter des avantages du système financier formel. Donc, il y a l'aspect d'identité qui est un aspect très important. Et le KYC dont on parlait, qui n'est pas dans l'assiette de la tontine, je ne sais pas, informelle, peut-être que je me trompe. On a un KYC informel aussi, un KYC basé sur la confiance directe, la connaissance individuelle et personnelle de ces personnes-là, qui n'est pas la même chose dans le système formel où on veut savoir qui fait quoi, dans quel type de transaction, et peut-être même que ces systèmes-là informels de tontine sont des systèmes de blanchiment d'argent. Qui sait? Formaliser ces systèmes-là reviendra peut-être à dire qu'on essaie d'éliminer certaines de ces pratiques-là de blanchiment d'argent. Je n'ai pas connu, on va aller vers la zone CEMAC, on a parlé de la zone UEMOA. Quelles sont les réglementations là-bas par rapport à la collecte de l'épargne, sous forme de tontine ou sous toute autre forme? Est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau? Bon, les difficultés, vous savez, l'Afrique a souvent la même maladie. Hein? On souffre souvent de presque les mêmes maladies, moi je les dirais. Parce que digitaliser la tontine, lorsque j'ai suivi l'intervention de Natacha, je me suis rendu compte tout de suite là qu'on ne digitalise pas. Ce n'est pas seulement les systèmes, mais c'est-à-dire qu'on est en train de régulariser certaines choses. Vous voyez un peu, hein? Du coup, la personne se dit, moi si je dois intégrer ces groupes, je dois avoir telle carte. C'est une éducation d'une manière ou d'une autre. On est en train d'éduquer des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui exercent dans les secteurs financiers, mais qui n'ont pas l'éducation, en fait, la vraie éducation financière. C'est ça le problème. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Mais de l'autre côté aussi, ces établissements financiers doivent créer un modèle qui ne va pas vraiment trop déranger les clients. Et aussi, il y a un autre point que j'ai aimé que Natacha soulevait, c'est-à-dire connaître qui doit être dans ton système. Vous voyez un peu, au début, il faut d'abord être sélectif. Il faut d'abord être sélectif, hein? Connaître d'abord qui m'entoure, qui fait quoi, et avec quels sont ces membres-là que je peux présenter. Vous voyez, pour éviter certains problèmes. Et après, jusqu'à ce que vous maîtrisez maintenant la fonctionnalité de ces systèmes, et là, vous pouvez vous ouvrir à tout le monde. Mais au début, comme ça sera un nouveau produit dans le marché des fintech, au début, ça sera aussi sélectif. Il y aura une sélection. Mais cette sélection-là permettra aux autres de se régulariser pour rejoindre. Oui. Ça permettra aux autres, donc ça sera comme une obligation. On ne te le dit pas, mais tu te dis, tu le sens, tu te dis non, je dois devenir en ordre, je dois être en ordre pour en fait rejoindre les systèmes. Vous voyez un peu? Oui. Moi, j'ai été en Afrique du Sud, je vois, c'est en Afrique du Sud que j'ai compris, on ne se promène plus avec de l'argent comme ça physiquement. Hein. C'est un problème. C'est un problème. Tout le monde, même les villageois, les plus villageois que ça, on leur carte, on leur argent virtuel, ils utilisent le système de mobile banking. Ils utilisent le mobile banking. Donc, moi, je pense que c'est aussi aux établissements de voir ça, qu'ils savent que nous voulons ajouter un autre produit et avoir les informations sur ces produits-là, comment ça se consomme, comment ça fonctionnait déjà, et alors pour mettre maintenant des fonctions adaptées et à ce genre de produits. Et voilà, c'est très intéressant. Je pense que les gouvernements, les États essaient d'encourager la population à avoir des pièces d'identité, à être régulier, à être dans tout ce qui est régularité par rapport à l'identification, mais on ne parle pas assez de l'importance de le faire pour être inclus dans le système financier. On en parle pour les élections, on en parle pour tout ce qui est à voir à la politique, mais on ne parle pas forcément de cela dans tout ce qui est économique. Donc, c'est aussi l'invitation aussi à ces autorités-là de parler de cet aspect-là aux personnes qui n'ont pas forcément une meilleure compréhension de pourquoi est-ce qu'avoir une pièce d'identité est un pas vers l'amélioration de la qualité de sa vie personnelle. On va prendre des questions tout à l'heure, mais je voudrais juste toucher rapidement et très rapidement l'aspect
l'accès au credit scoring, l'intelligence artificielle, beaucoup de ces thèmes-là technologiques qui sont tellement beaux à voir et beaux à entendre, mais en quoi est-ce que ces thèmes-là pourront être utiles ou pourront permettre à la tontine digitale de franchir des barrières plus grandes que les paiements digitaux n'ont pas pu franchir? Natacha? Ok. Donc, je vais répéter un peu ce que j'ai dit précédemment. Finalement, quand on a de l'argent qui circule, il y a des transactions qui sont faites, qui sont enregistrées. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec une quantité énorme de données. Et ces données-là, pour peu qu'on s'en donne les moyens, en fait, elles peuvent nous dire énormément de choses. Et donc, donc, ça rentre dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la data science, big data et tout ça. Donc, on a des données. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? Et une des choses qu'on peut en retirer, c'est tout ce qui va être du credit scoring parce que ça va permettre de faire des analyses comportementales sur les usagers de la plateforme de tontine. Savoir qui paye en temps et en heure, qui a souscrit à combien de... Donc, ça permet d'avoir des taux de défaut de paiement, de distribuer ça, de savoir en moyenne combien les gens épargnent, combien ils retirent, et ainsi de suite. Et ça permet vraiment de pouvoir analyser le comportement des utilisateurs de la plateforme. Et in fine, ça peut permettre de leur fournir des produits plus adaptés également à leurs besoins. Parce qu'il y a des initiatives où on voit que la tontine, elle permet en fait aux gens d'acheter des produits directement. Donc, si on est capable de savoir quels sont les types de produits qui sont achetés, quelle est la saisonnalité à laquelle ces produits sont achetés, effectivement, ça permet de mieux orienter et même de pouvoir attirer en fait des partenaires qui vont permettre à l'activité de se développer. Chérie Fatou, un mot sur ça, les nouveaux outils, le big data, tout ça. Voilà, donc moi, ce que je pourrais dire par rapport au data scoring, c'est que la manière dont nous pensons l'utiliser dans notre système de digitalisation de MMD, c'est le baser sur un certain nombre de données, à savoir l'historique d'épargne et de crédit des utilisateurs de cette application et également par rapport à toute la traçabilité qu'il y a sur leurs dépenses. Cela va permettre à la fois d'avoir une idée sur le portefeuille de clients, mais aussi d'avoir une idée sur sa réputation, qui sera donc basée sur est-ce que c'est une femme qui, voilà, qui on va dire, rembourse ses crédits à la bonne échéance. Est-ce que à part ça aussi, c'est, disons, une femme qui s'intéresse aussi aux activités, qui est à l'heure au niveau des réunions, des meetings et tout ça. Ça permet vraiment de montrer à quel point l'engagement de la personne, son portefeuille, voilà, et puis également par rapport à la réputation. C'est sur cela que nous basons et nous souhaitons partager cela avec donc l'IMF ou la banque qui va accorder le crédit en espérant qu'à long terme, cela puisse permettre de remplacer certains critères. Donc, dans le cas YC, nos customers, tels que la carte peut-être d'identité. Très bien, vraiment. Et il y a beaucoup d'aspects de comportemental, il y a beaucoup d'aspects comportementaux qui peuvent être inclus et qui peuvent être retirés de ces habitudes-là de groupe d'épargne. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là? De credit scoring, de data par rapport à la tontine? Oui, bon, je ne vous ai pas trop bien suivi parce que apparemment mon ordinateur flotte un peu. Donc, mais je pense que l'essentiel a été dit parce que le principal avantage de cette digitalisation avec le credit scoring, c'est que ça nous permet d'analyser le comportement du client et des fins de décision. Par exemple, avec notre application, puisqu'on travaille beaucoup plus sur la tontine digitale des institutions de microfinance, qui consiste à des collectes individuelles que le client, des cotisations individuelles et périodiques que le client fait. Alors, avec ces cotisations périodiques et individuelles, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'avec le système de scoring, on veut analyser le comportement et les habitudes du client
avant de pouvoir décider s'il est éligible à une tontine de groupe. Voilà, donc, ou bien s'il est éligible à un crédit. Donc ici, le scoring sera beaucoup plus basé sur les habitudes en matière d'épargne avant de décider de l'éligibilité du client au crédit ou bien avant de décider de l'éligibilité du client au crédit de groupe. Donc ça, c'est en cela que l'intelligence artificielle aide beaucoup parce que si c'était un homme qui devait passer tout son temps à faire ces analyses, je pense qu'on n'aura pas le temps de satisfaire le maximum de personnes. Voilà. Et c'est ce qui est vraiment beau dans tout ce qui est credit scoring et intelligence artificielle et tout ça. Ça permet aux banques, la bonne nouvelle pour les banques et les institutions financières, les autres IMF, c'est qu'on pourra savoir maintenant qui est un bon client et qui est le mauvais client sur la base de ses habitudes dans le groupe d'épargne. Donc, avec ce groupe-là de tontines-là, on pourra savoir les habitudes financières du client et en même temps augmenter la probabilité que ce client soit un bon client lorsqu'il reçoit du crédit de la part d'une institution financière. On va te donner la parole, Connie, rapidement pour que tu interviennes sur ce point-là. Okay, pour moi, j'adhère à cette idée-là du scoring, de data scoring, c'est-à-dire même sur le plan scientifique, ça nous permet à présenter un livrable, donc quelque chose à publier, c'est-à-dire avec les scoring, ça permet à ces établissements d'étudier même les comportements du produit. Vous voyez, pour connaître en fait les apports réels de ces produits-là. C'est-à-dire à travers ces data scoring, ces data scoring permettront aussi maintenant aux établissements financiers à savoir quel est le modèle exact après ou soit quel est les clients ou les membres à accepter ou les exigences à mettre à la longue. C'est-à-dire la mise à jour sera liée au data scoring. Donc, moi, je pense que c'est très important. Et sur le plan scientifique, nous, dans la science, on a un livrable tout de suite là pour présenter la chose. Ce qui est aussi bon, je pense, Chérifa, tu avais parlé de ces groupes d'épargne là qui existent depuis 30 ans, de ces femmes-là qui sont dans des groupes depuis 30 ans. Quelle belle image ça serait pour un financier d'avoir l'historique financier d'une personne de 30 ans. Ça faciliterait vraiment, vraiment, vraiment l'accès au financement et ça diminuerait vraiment les taux de mauvais crédit pour les institutions financières. Ça encouragerait l'accès au financement et les financements de beaucoup de personnes qui sont dans le secteur informel en ce moment, qui ont un problème d'accès au financement. On vous remercie énormément, les panélistes. On ne va pas continuer parce qu'il y a plein de commentaires, il y a des commentaires qui ont été donnés par les différentes personnes. Je vous invite à tous ceux qui participent en ce moment à mettre vos commentaires dans la partie questions et réponses Q&A. Ça nous permettra de suivre les questions qui ont été posées et de s'assurer qu'on a répondu aux différentes questions. Dans les commentaires, c'est un peu plus difficile de suivre, mais ça serait mieux que vous posez vos questions dans la partie Q&A. Questions-réponses là-bas et on va commencer à répondre aux questions tout à l'heure. Alex, est-ce qu'on peut commencer à prendre des questions? Oui, bien sûr, Nadine. On peut commencer à prendre des questions. Donc, on a... Parce que parfois, je me rends compte qu'il peut y avoir des confusions, notamment... On a la question. Excusez, quelqu'un d'écouter. Juste muter. Mais on a la question de Martial Asté qui dit est-ce que la tontine digitale peut prendre de l'ampleur, sachant que les Africains aiment toucher les choses avant de s'engager? Gilles, qu'est-ce que tu penses? Les Africains aiment toucher les choses avant de s'engager? Oui, il n'a pas totalement tort, mais je pense que quand on prend Steve Jobs, qui est en train de développer les smartphones, si j'ai bonne mémoire, alors on ne le croyait pas. Donc, il a cru, il a avancé et au finish, c'est en train de prendre. Alors, je prends également une autre banque comme EcoBank et d'autres banques. Alors, EcoBank a développé une application, Express, n'est-ce pas, qui permet aux clients de faire des transactions et autres. Donc, EcoBank a misé sur le futur. Donc, ils mettent l'accent sur la communication, dans la communication, afin de changer les habitudes.
Et c'est ce que beaucoup de personnes ont dit, c'est-à-dire il y a des solutions qui existent maintenant pour se faciliter la tâche. Et donc, contrairement peut-être à l'Europe, on a un niveau où il faut beaucoup d'éducation financière avant qu'on ne constate les changements. Donc, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Donc, c'est la réponse. C'est l'éducation financière et l'éducation financière, tout est possible si les personnes sont éduquées à le faire. On a des aides qui peuvent apprendre et tant que ça améliore nos conditions de vie, on ne peut rien apprendre de ces nouvelles technologies-là. Martial, je sais qu'on a répondu à ta question. Je pense aussi, Martial a posé une autre question qui dit, avec beaucoup la floraison d'arnaques sur le net, est-ce que c'est pas une trouvaille? Est-ce que la tontine n'est pas une trouvaille pour les arnaqueurs? Natacha, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que cette tontine-là maintenant? Comme on l'a dit, ça pourrait être, ça pourrait être le bon plan, je pense, pour des arnaqueurs, d'où la nécessité d'un cadre réglementaire, en fait, parce que si à un moment donné, cette tontine, elle fait un partenariat avec un établissement financier de la place ou a un agrément délivré par le régulateur, à ce moment-là, en fait, ça permet de rassurer les populations et d'être bien sûr que ce n'est pas une arnaque. Mais après, si on décide de faire des tontines sur WhatsApp, là, clairement, on est à la merci de tous ces arnaqueurs. On espère avoir répondu à la question, Martial. On va prendre la question de Jean-Michel Sanou qui dit comment arriver à éviter que la personne à percevoir en premier lieu la cagnotte n'arrête pas de cotiser pour les autres. Comment arriver à contraindre ces personnes-là qui ont déjà perçu la cagnotte de cotiser pour les derniers? Sherifa, qui avez géré beaucoup, vous qui avez beaucoup l'expérience. Oui. D'accord. Donc, moi, ce que je dirais par rapport là, pour le cas particulier des tontines digitales, c'est au cas par cas. Parce que si vous prenez, par exemple, c'est une tontine digitale, au fait, un système qui vient déjà digitaliser un système préexistant tel que les groupements et autres, il y a déjà une confiance qui est établie entre les membres. Et c'est sur cette confiance-là qu'ils se basent tout simplement pour continuer leurs activités. Mais si c'est une tontine, par exemple, grand public, je pense que les conditions d'adhésion même à cette plateforme digitale ne sont pas les mêmes. Vous avez parfois des conditions d'utilisation auxquelles il faut souscrire et derrière aussi une certaine identité à déclarer avant de pouvoir être admis sur ces plateformes de tontine-là. Et derrière, justement, je pense qu'il y a des garde-fous qui sont pris dans les règlements de poursuite et autres au cas où la personne ne respecte pas les conditions auxquelles qu'elle a acceptées, les conditions d'utilisation qu'elle a acceptées au préalable. Et c'est un point très important, les conditions d'utilisation. Je pense que le seul aspect qu'on bouge du fait que c'est informel, l'informalité derrière ne veut pas forcément pas dire qu'il n'y a pas des conditions d'adhésion au groupe de tontine. Il y a des conditions, et il y a certains contrats sociaux qui existent dans ces personnes-là qui font partie de tontine-là. Absolument. Et j'ajouterais même qu'au niveau justement toujours de ces groupements, elles ont pas mal de règlements. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un crédit qui est 3 fois supérieur à votre épargne. Vous ne pouvez pas avoir un autre crédit si vous n'avez pas remboursé le crédit en cours, etc. Et il y a aussi des amendes pour ceux qui ne respectent pas le règlement. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée derrière, c'est de bien établir des règles, s'assurer que les conditions d'utilisation protègent les personnes qui sont dans le groupe épargne. On a une autre question, il n'y a pas forcément le nom de la personne, mais la question c'est quelles sont les conditions pour mener cette activité dans mon pays? Dans mon pays, c'est un peu difficile à répondre parce qu'on ne sait pas de quel pays il s'agit. Mais je pense que pendant la discussion, on a parlé un peu de la réglementation de la zone UEMOA et on a bossé un peu sur la réglementation de la zone CEMAC. Donc, on espère que la question a été répondue pendant la discussion. Une autre question, c'est que
les banques et les institutions de microfinance seront-elles réceptives à établir des partenariats avec les tontines quand on sait déjà le caractère réticent de ces institutions-là? Gilles, tu veux répondre à cette question? Oui, en fait, lorsque j'écoutais Chérif Fatou tout à l'heure, je pense que dans une certaine mesure, les institutions de microfinance réfléchissent à travailler avec ces groupes de tontines. Par exemple, au niveau du secteur de la microfinance, il y a certaines institutions qui travaillent avec les banques villageoises. Alors, le système de banque villageoise, c'est des dames qui se regroupent entre elles, qui cotisent de façon régulière et après rentrent en relation d'affaires avec une institution de microfinance qui octroie le prêt à cette banque villageoise sur la base des habitudes d'épargne de cette banque villageoise. Donc, la banque villageoise appartient à la communauté qui regroupe quelquefois des bonnes dames. Et une autre expérience au Tchad, c'est que dans sa stratégie, il y a une institution de microfinance qui a décidé de segmenter un peu les différents types de clients. Et elle a constaté qu'il y avait beaucoup de clients qui étaient constitués en groupe d'épargne, c'est-à-dire en groupe de tontines. Donc, ce que l'institution a fait, c'est qu'elle a démarché ces groupes de tontines-là pour qu'elles puissent venir verser leur épargne au niveau de l'institution. Non, on n'entend plus. Mais en fait, en réalité, c'est que chacun cherche à gagner pour son compte. Les institutions financières commencent à devenir de plus en plus ouvertes à collaborer avec les différentes organisations existantes. Elles comprennent qu'elles doivent atteindre des zones géographiques et des groupes culturels qui ont longtemps été exclus du système. Donc, elles ouvrent leur esprit à voir les organisations qui sont formalisées d'une certaine manière, qui pourront être partenaires et faciliter ces collaborations-là. On prend l'exemple maintenant de l'activité de beaucoup d'institutions financières de banques dans le secteur agricole, ce qui n'était pas le cas. Ils se basent maintenant sur les coopératives pour pouvoir atteindre des agriculteurs et cela ne sera pas forcément exclu lorsqu'il s'agira des groupes de tontines, si ces tontines sont aussi structurées que des coopératives. Et on a des exemples d'institutions financières même qui contribuent à la formalisation des groupes pour pouvoir leur octroyer des crédits ou pouvoir collecter l'épargne de ces groupes-là. Donc, il y a beaucoup d'améliorations à ce niveau-là et d'ouverture des institutions financières pour atteindre ces personnes qui sont déjà exclues du système depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien, Gilles, tu aimerais finir ton point? Je sais qu'on t'a perdu une minute. Bon, je pense que tu as bien conclu sur ce point. Je pense que j'abordais dans le même sens que toi tout ce que tu as dit. Donc, c'est pas la peine de continuer. Vraiment, je suis désolé pour la qualité. Pas de question, pas de problème. Aucun problème. On est en Afrique, on a le même problème. On comprend très bien la problématique de l'Internet. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou Connie, tu aimerais intervenir? Si on n'a pas d'autres questions. Allô, Connie, tu es toujours avec nous? Là? Allô? Oui, on t'entend maintenant. Moi, je pense que... Allô? Oui, on t'entend. Je ne sais pas, hein, il y a un problème de connexion. Allô? Oui, vas-y, on t'entend. Vas-y. La connexion. Moi, je n'entends pas. D'accord. Donc, on vient de recevoir un commentaire là de Bartel qui demande: y a-t-il des concurrents par rapport à ce projet? Je ne pense pas forcément être clair sur cet élément-là. Est-ce que vous demandez les acteurs qui travaillent en ce moment dans le domaine de la tontine? Là, on est juste en train de parler du secteur de manière générale, pas forcément d'un projet spécifique. Donc, si la question peut être un peu plus spécifique, ça nous permettra de mieux répondre à cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, on ne voit pas d'autres questions, donc je vais passer la parole à Alex pour terminer.
Si les speakers ont déjà donné le mot de fin, je pense qu'on pourra mettre... Oui, on va. Allô? Très bien, très bien. Oui, allez-y. Connie, vas-y. Donne la parole. Allô? Je suis là. Allô? Vous me recevez maintenant? Allô? On t'entend très bien. Donc, on va prendre ton mot de fin par rapport à ce thème-là et on va prendre le mot de fin de chacun des speakers. Ok. Bon, tout ce que moi je dirais, moi, j'adhère à cette vision, j'adhère à la digitalisation de la tontine. Et j'ai suivi, comme on a dit, les Africains, ils aiment les vives voix. Et chez nous, on appelle ça kimonameso. C'est-à-dire, je veux mon argent, je ne veux pas des complications. Moi, je pense que vraiment, pour résoudre tous ces problèmes-là, pour répondre à tous ces besoins-là, c'est la formation et l'information. OK? L'autre fois, j'ai travaillé sur cette conférence. J'ai taquiné un pasteur. J'ai dit, pasteur, ce jour ici, il y a maintenant des tontines ecclésiastiques. Il s'est mis à rire. J'ai dit, c'est-à-dire, actuellement, on donne nos offrandes en ligne. Donc, on utilise nos wallets, on donne. Et au début, c'était compliqué. Est-ce que ça va arriver chez les pasteurs? Mais à un moment donné, on a cédé. Donc, chacun contribue de sa manière de loin. Et les pasteurs reçoivent cet argent-là. D'habitude, ils aiment bien voir cet argent quand les diaconesses comptent, mais cette fois-ci, c'est virtuel, ça arrive. Moi, je pense que si l'information vraiment est bien présentée et que la formation, l'initiation au produit, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes. Ils vont comprendre l'importance et l'apport de ces produits-là. Et au fur et à mesure, les produits seront acceptés. C'est ça. Merci beaucoup, Connie. Chérif, on va prendre ton mot de fin. Allô, Chérifa? Alors, je disais que Oui, ce que je voudrais ajouter comme mot de fin, c'est de dire que en matière de digital, le plus important, c'est de construire l'écosystème. Parce que si vous concevez une plateforme digitale et que en arrière-plan, vous n'avez pas d'autre plateforme pour interagir avec, ça ne sert à rien en fait. Donc, c'est très important de cette transformation digitale, qu'elle soit à tous les niveaux. Et aussi, quand on parle aujourd'hui de transformation digitale, ne pas penser uniquement au côté, on va dire, au volet financier. Une leçon apprise au niveau de notre projet, c'est que par exemple, ce cas YC, dû à la pièce d'identité et autres, il y a des acteurs qui, après, de prime abord, ne seraient pas intéressés justement d'avoir cette pièce d'identité pour accéder à un service financier, mais par exemple, pour accéder à un autre service digital. Par exemple, avoir tout simplement une SIM. On sait qu'aujourd'hui, pour avoir une SIM, on a aussi besoin d'une carte d'identité. Et une SIM, pourquoi? Une SIM, par exemple, pour avoir des informations sur le marché à travers les plateformes IVR et autres. Nous, on a lancé le 811 à travers la plateforme MMT Labari, qui est une plateforme de sensibilisation de renforcement de capacité. Vous aurez pas mal de contacts, je vous assure, et de nouveaux contacts que, voilà, des SIM que les bénéficiaires se sont procurés pour pouvoir accéder à ces services-là. Donc, pour dire qu'il y a une interdépendance qui est là entre... Voilà, donc ce sera tout pour mon mot de fin, Nadine. Merci beaucoup, Chérifa. Et je suis très contente. Merci beaucoup, Chérifa. On va prendre le mot de fin de Natacha. Puis on te laisse à la fin comme au début. Merci Nadine. Merci à vous pour l'invitation, pour d'intervenir sur ce panel. Le domaine des tontines est vraiment des tontines digitales. Je pense qu'il est encore balbutiant en fait en Afrique et qu'il y a encore énormément de choses à faire. Le plus important pour moi, c'est d'abord de savoir pour qui et pourquoi on conçoit ces produits-là. Parce que tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, en fait, on n'est pas capable de concevoir et de fournir un produit qui adresse vraiment les problèmes des gens.
Une fois que ça c'est fait, une fois que le produit il est bon, en fait, je pense que l'adoption, même si au départ, s'il peut y avoir des réticences, l'adoption se fera naturellement parce que les gens se rendront compte que finalement, peut-être il y a des petites complications au début parce qu'il faut s'identifier, donner sa carte d'identité, mais au final, ils se rendront compte que ça va leur faciliter la vie plus qu'autre chose. Déjà en permettant de sécuriser, de tracer tout ce qu'ils font. Et ça leur permettra également d'accéder, en fait, comme je disais, à toute une palette de services financiers auxquels ils n'auraient jamais imaginé pouvoir avoir accès. Et ça permettra donc l'interaction avec les banques. Et finalement, tout ça, ça permettra d'aller vers cette inclusion financière que nous appelons tous de nos voeux, en fait. Mais il faut déjà produire et concevoir un produit qui répond réellement aux besoins des populations. Ne pas juste imaginer dans son coin ce que nous, on pense être la meilleure chose, mais vraiment aller et savoir ce que les gens attendent. En fait. Et je voulais ajouter un autre Merci, Natacha. S'il vous plaît. Oui, Connie. Je voulais ajouter un autre abonné pour les gens qui nous suivent, c'est-à-dire de faire très attention avec ces plateformes et des tontines WhatsApp. Hein, parce que dans toutes les définitions que j'ai suivies de la tontine, ça, je ne sais pas vraiment, comme Natacha l'a dit, le mettre vraiment dans la définition de la tontine, c'est beaucoup plus des MLM. Des MLM, la vente en chaîne, mais ce que le problème avec ce genre de MLM, les produits n'existent pas. L'entreprise n'existe pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, forcément, quand vous intégrez ce genre de système, ne vous dites pas que vous êtes dans une tontine. Donc, vous êtes dans un MLM et il y a forcerie qu'on vous bouffe de l'argent parce que vous ne connaissez pas l'initiateur. Il n'y a pas une entreprise intermédiaire, les produits n'existent pas. Et maintenant, la tontine, c'est de ce que nous avons parlé. Donc, soyez vraiment prudents à ça. Merci beaucoup. Merci, Connie. Merci beaucoup. On va prendre le mot de fin de Gilles. Merci. Alors, je pense que personnellement, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous offrez à Tondi, n'est-ce pas, de participer à ce panel. Et je voudrais dire que la digitalisation de la tontine, c'est possible. Et quand je prends l'exemple d'une entreprise égyptienne, Moneyfellow, qui a été citée en introduction, qui a plus de 150 000 adhérents et qui a pu mobiliser 4 millions de dollars, c'est ça. Voilà. Donc, si elle a pu mobiliser 4 millions de dollars, c'est parce qu'on pense que cette activité est une activité vraiment intéressante et qu'elle répond effectivement à un besoin d'une cible donnée. Et donc, pour que ce soit vraiment une réalité dans nos pays africains, comme beaucoup l'ont déjà dit, il faut construire un écosystème favorable mais qui se base sur une meilleure expérience client. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est de favoriser beaucoup plus les partenariats. Donc, il ne faut pas évoluer de façon isolée. Il faut interagir, utiliser des technologies existantes. Le troisième élément, pour moi, c'est l'éducation financière. Alors, avant vraiment de constater, d'observer ces changements au niveau des clients sur l'utilisation de la monnaie électronique pour payer sa tontine, bien pour cotiser sa tontine, cela passe vraiment par une éducation financière et qui demande assez de patience pour qu'on puisse, in fine, observer des changements auprès des clients quant à leurs habitudes d'épargne. Et je pense que si ces changements s'observent, l'inclusion financière sera véritablement une réalité par le biais de la tontine digitale. Pourquoi pas? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Vraiment des interventions de très grande qualité, beaucoup d'apprentissage pour moi et je suis sûre que les personnes qui nous ont rejoints ont appris beaucoup de vous. Différents domaines d'expertise, différentes expériences et c'est juste au bonheur des personnes qui ont participé à ce webinaire parce que le but de ces webinaires de Africa FinTech Forum, c'est vraiment de permettre à l'écosystème d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement digital, l'environnement des FinTech. Et je pense que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On retient beaucoup de choses et c'est important je veux juste essayer de revenir sur les mots de nos panélistes
de qualité, c'est qu'il faut avoir une approche écosystème. Il faut penser non seulement aux fournisseurs, qu'est-ce qui doit être fait de la part des fournisseurs, quel type de partenariat, quel type de produits qui rentrent dans la réglementation, mais en première partie, la personne clé, c'est le client final. Le client, d'abord, il faut commencer par le client, ses réalités, ses besoins, développer des produits qui rentrent dans ses réalités, mettre ces produits-là sur des canaux qui rentrent dans les réalités du client, s'assurer que tout ce qu'on développe est approprié pour l'environnement réglementaire, l'environnement social et culturel dans lequel nous sommes. Et la tontine, un beau produit qui répond à des normes de solidarité culturelle, répond à cela. Et s'appuyer sur ce produit-là permettra vraiment de conduire à une bonne inclusion financière et sociale du marché dans lequel nous intervenons. Et on se rappelle à la fin, juste comme l'a dit Natacha, on veut se demander inclusion financière, pourquoi? Inclusion financière, pourquoi? Inclusion financière pour inclusion sociale, pour inclusion économique, pour amélioration des conditions de vie des personnes qui bénéficient de ces différents produits-là. Donc, c'est vraiment un notre plaisir de parler de ce sujet-là avec vous. On espère vraiment que si vous êtes des fournisseurs de solutions financières, si vous êtes des fintech, cette discussion a été une discussion de qualité pour vous et elle vous permettra en quelque sorte d'améliorer vos services et peut-être, pourquoi pas, de regarder vers la digitalisation des tontines comme une opportunité potentielle d'extension de vos services et de vos produits. Merci beaucoup à tous. Je vais passer la parole à Alexia pour clôturer ce webinaire. Ok, merci Nadine. Merci encore à tous nos panélistes, à tous nos auditeurs. C'est un bon moment, je vous l'avoue, c'est la première fois que j'assiste à un des webinaires du début jusqu'à la fin parce que le contenu était vraiment riche. Et au fil du déroulement de ce webinaire, je me rends compte que je me convainc que atteindre l'inclusion financière passera forcément par les tontines qui ont un rôle à jouer parce qu'au détriment des banques, au détriment des microfinances, les tontines ont cet aspect humain, cet aspect social, cet aspect de socialisation qui est nécessaire pour pouvoir rassurer les populations, pour pouvoir familiariser les populations avec le système financier, avec le système bancaire. Et je pense que introduire le digital dans cette stratégie, dans ce système de tontine sera véritablement une bonne opportunité. On le disait, Nadine le disait, on essaie de promouvoir l'écosystème. On a pas mal de sujets intéressants à venir, notamment le vendredi. Nous avons un webinaire avec le vice-président de la BAD, avec la BCAO. Chose inattendue, la BCAO vient rarement sur des événements comme ça. Et puis aussi avec le centre financier de Kigali, probablement, qui a confirmé. On attend qu'ils nous disent qui sera là. Le thème, c'est quel leadership des institutions financières et monétaire dans le développement de la finance digitale. On espère aussi vous retrouver encore et puis on continue toujours de pouvoir booster cet écosystème-là avec un autre webinaire qui se prépare notamment sur le crédit digital, sur l'épargne digitale. Merci encore d'avoir participé, surtout aux panélistes. Merci pour tout. Votre disponibilité, votre amabilité, le fait d'avoir partagé de façon gratuite. Bon, à part Gilles qui a pu afficher ton dit, mais après, on lui enverra la facture. Merci encore à tous et puis on se dit à très, très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. OK, bye. Au revoir. Bye. Bye.